Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Topo RH. Il existe aujourd'hui beaucoup de lectures, de podcasts et de modèles pour anticiper les temps faibles des collaborateurs et les gérer au travers bien souvent d'actions managériales. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux actions possibles pour les ressources humaines lorsque la situation est détectée et que le manager n'est plus l'unique solution. Pour parler de cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Claude Monnier, qui a été DRH plusieurs années au sein notamment de chez Sony Music, L'Oréal et Monster.com. Claude, bonjour. Bonjour Damien, merci pour votre invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui et je suis ravie d'échanger avec vous. Lors de la préparation de ce podcast, vous avez initié une thématique qui est la thématique des temps faibles et qui concerne qui va concerner une majorité d'entre nous au cours de notre carrière professionnelle. Donc merci pour cette idée lumineuse. Pour vous, qu'est-ce qu'un temps faible, Claude ? Alors je pense qu'on pourrait passer un long moment sur les différentes acceptations ou définitions de ce concept de temps faible. Je vais essayer d'être synthétique et de vous en partager un particulièrement prégnant dans la vie professionnelle. C'est un moment où nous pouvons avoir la sensation extrêmement objective de ne plus être aussi performant qu'à notre habitude dans notre activité professionnelle. D'accord, je vous remercie pour cette définition très claire. Donc le sujet du temps faible est un sujet de performance ? Si on s'intéresse à sa place et l'étude qu'on peut en faire dans le cadre professionnel, c'est effectivement un lien direct qu'on peut faire avec la performance, puisque, somme toute, lorsqu'on fait société au sein d'une entreprise, c'est bien dans un but de performance. Alors, performances qui peuvent être économiques, écologiques, qui peuvent être aussi des performances sur différents critères de mesure. Pour autant, on est bien dans une logique de entreprendre ensemble une mission, des tâches, des réalisations qui visent à atteindre certains objectifs et à avoir un certain impact au sens professionnel du terme. Donc pourquoi je fais le lien entre temps faible et performance, c'est qu'on est bien dans l'organisation du travail. Si nous ouvrions dès maintenant, dans le cadre de notre échange, la dimension de la sphère personnelle, on pourrait peut-être imaginer d'autres définitions du temps faible, qui est un sentiment d'isolement, un sentiment de déséquilibre, de désaccord ou de dérèglement par rapport à son environnement familial, à son environnement amical. Pourquoi je le ressens sur cette notion de performance ? C'est que moi, en tant que RH, c'est bien dans le cadre professionnel qu'il m'a été amené à y réfléchir, à essayer de comprendre et d'accompagner ces séquences-là. Très bien. Merci encore pour cette définition, parce que c'est vrai que temps faible peut être un terme ou une expression qui peut être sujette à interprétation. Pour revenir à la situation professionnelle, quel exemple concret de plan de gestion de cette période souhaitez-vous partager avec nous ? Alors, en propos liminaire, Damien, il me semble important de parler du moment où on va essayer de les identifier. Comment peut-on détecter un temps faible dans quelqu'un pour quelqu'un qui traverse son parcours professionnel au sein d'une entreprise. Là, je vais prendre deux moments privilégiés. Vraiment un fort changement dans l'attitude. C'est-à-dire que là, on va s'intéresser au savoir-être, voire à la façon d'être de quelqu'un. Quand quelqu'un, on a vraiment l'impression qu'a changé de comportement, n'est plus du tout aussi engagé dans la vie d'un collectif, ou peut sembler même extrêmement sensible et fragile par rapport à l'attitude d'un groupe. Je pense que là, il est intéressant de savoir si c'est quelque chose qui s'explique, qui est conjoncturel, ou s'il y a quelque chose qui peut être plus structurel dans ce changement de comportement. Et un autre facteur, un autre indicateur, je ne sais pas si c'est signaux faibles ou signaux forts, mais c'est souvent la relation à son management. Parfois, quand on change de comportement vis-à-vis de sa hiérarchie, quand on est soit plus discret, voire on essaye de se rendre invisible, ou alors, à l'inverse, on rentre dans une logique totalement différente de ce qu'on avait l'habitude de faire avant, plus de tensions, plus de conflits, plus d'incompréhension, c'est aussi parfois quelque chose de révélateur sur le fait que quelqu'un est peut-être en perte de confiance en soi, en perte d'estime de soi. Ces deux moments-là sont importants pour la fonction RH à détecter, identifier de la manière la plus objective, factuelle qui soit, et de bien, encore une fois, respecter pour autant quelque chose qui peut disparaître en quelques jours et qui n'a pas d'explication fondamentalement structurelle à prendre en compte. Si ce constat est fait, et si nous partons, Damien, de l'hypothèse qu'il y a probablement un temps faible qui vient expliquer tout cela, là, on doit rentrer, je pense, dans un dispositif d'accompagnement. Et la première des mesures que je peux partager avec vous, c'est essayer d'échanger de la manière la plus transparente, authentique, naturelle, honnête possible avec la personne concernée et d'essayer de créer une bulle de confiance, je dirais même presque une bulle d'intimité relationnelle, voire de complicité, pour essayer d'abord
de bien savoir si la personne est consciente de ce qu'il se passe et si elle a commencé à y réfléchir et est-ce qu'elle a envie d'y travailler et d'y réfléchir. Alors, pour donner des éléments et donner des clés à nos auditeurs et les personnes qui nous écoutent et nous regardent, quand on parle de temps faible et parler d'écosystème, sachant que les ressources humaines ont souvent des périmètres relativement larges avec un certain nombre de sujets adressés, comment est-ce qu'on peut détecter, si ça ne vient pas du manager, cette situation sans forcément avoir instauré de rituels, de rencontres avec ces personnes? Oui, je suis très sensible à ce mot rituel d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a des bénéfices, voire des co-bénéfices à mettre en place des rituels. Et pour autant, quand on ritualise quelque chose, je ne sais pas si on laisse la réelle nature ou la totale authenticité de ce qu'on appelle les relations humaines pouvoir s'exprimer pleinement. Il y a un premier moyen que j'aimerais bien partager avec vous, Namia, c'est les enjeux de formation. Je pense que nous avons une responsabilité en tant que DRH qui est de former l'ensemble des équipes RH à avoir cette sensibilité, cette dimension d'écouter, non pas pour répondre, mais écouter pour comprendre, écouter pour croire, quand quelqu'un exprime de manière consciente ou inconsciente une forme de mal-être, et encore une fois, une séquence un peu particulière de vulnérabilité. Je suis sûr qu'on viendra sur ce mot vulnérabilité tous les deux. Donc, former l'équipe RH, à mon sens, c'est un facteur clé de succès. Former le management, c'est évidemment non négociable. On sait à quel point la communauté managériale peut être très diverse, voire parfois hétérogène, que les motivations à être manager ne sont pas toujours au départ celles qu'on croit, et qu'il y a des gens qui ont de l'empathie naturelle, de la disponibilité, de l'écoute, etc. Et il y a des gens pour qui c'est plus complexe, plus artificiel, plus construit, plus que inné. Et puis il y a la troisième communauté que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est les lanceuses et les lanceurs d'alerte. Alors selon les groupes, les sociétés, j'ai discuté avec beaucoup de RH qui m'ont partagé leurs expériences, ou dans leur groupe, dans leur maison, ils ont mis en place des choses. Parfois, c'est les bienveillants, les ambassadrices, les lanceuses d'alerte. Il y a plein de terminologies qui, finalement, pour moi, recouvrent un rôle commun qui est de prendre soin ou de faire attention à ce qui se passe chez les autres. Ça peut être ses pairs, ça peut être des gens avec lesquels on a simplement une relation professionnelle dans le cadre d'un projet. Ça n'est pas forcément les gens dont on a la responsabilité hiérarchique. C'est en tout cas toutes les personnes qui constituent l'univers professionnel ou l'écosystème auquel on appartient, pour lesquels on n'a pas d'interaction, encore une fois, organisationnelle précise, totalement formelle, et que cette population-là, elle est clé, puisque, a priori, elle peut permettre davantage d'objectivité, la bonne distance, ou distanciation, comme on dit parfois chez les psychologues et les psychanalystes, et aussi une absence d'intérêt, une forme de désintérêt même, dans la mesure où je n'ai rien à gagner d'accompagner quelqu'un qui me semble vulnérable à un moment précis. Ces trois populations-là jouent des rôles complémentaires. Je pense qu'elles nous permettent d'avoir une approche systémique dans la compréhension d'un temps faible et que la clé du succès, c'est la formation. Et pour en terminer cette réponse à votre question, au-delà de la formation, c'est d'être soi-même totalement exemplaire. C'est-à-dire que la fonction RH, et a fortiori quand on occupe le poste de DRH, il me semble que notre première responsabilité, notre premier devoir, c'est en toutes circonstances, en tout lieu et à tout moment, être totalement perméable à la dimension relationnelle et affective qu'il y a dans le cadre du travail dans lequel on s'inscrit. Et que la posture basse, l'humilité, l'exemplarité, reconnaître d'ailleurs ses propres moments de vulnérabilité, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut absolument mettre en place pour être au rendez-vous quand on a besoin de gérer des dossiers comme ça. Donc, un temps faible, ça n'est finalement pas, on ne peut pas le définir par une période pendant laquelle, effectivement, ou durant laquelle la personne n'a pas forcément atteint ses objectifs, semble démotivée, désengagée, bloquée dans une situation. Ça peut également être, de ce que je perçois et ce que j'interprète de ce que vous venez de partager avec nous, aussi une situation tout à fait ponctuelle qui arrive un peu du jour au lendemain, oui. Et où on sent intuitivement, par rapport à des signaux, qu'il y a quelque chose de différent cette fois-ci qui se passe, qui est autre simplement une courte démotivation ponctuelle. Oui, ça, absolument. Je pense que sur le curseur du petit moment difficile qu'on traverse en passant par le temps faible jusqu'à la vulnérabilité structurelle, installée, profonde, je pense que là, on rencontre autant de situations que d'individus. Le deuxième commentaire que m'inspire votre question, c'est qu'il n'y a pas non plus de réponse standard. Je pense que c'est probablement, lorsque c'est très court, voire très aigu, quelque chose qu'il faut accompagner, somme toute, et ne pas accompagner que la personne qui est le sujet ou l'objet de cette situation, mais accompagner son environnement professionnel.
Est-ce que ça implique de la charge de travail supérieure pour les gens avec qui elle a l'habitude de collaborer? Est-ce que ça ou son manager est à l'aise avec la situation? Est-ce que finalement, on se dit, après un bon week-end, tout va rentrer dans l'ordre? Et quand on pousse le curseur à l'autre extrême, qui est une vulnérabilité profonde, durable, liée par exemple à une longue maladie, à une situation d'aidance, à la perte d'un enfant, à un divorce violent, à un accident de voiture ou avoir été victime d'un attentat, qui sont des cas qui évoquent chez moi des choses très précises, je pense que là, le dispositif est différent. Mais pour autant, le devoir que nous avons, nous, au sein de la fonction RH, est le même. C'est de comprendre, c'est de se rendre disponible, c'est d'accompagner et c'est surtout aussi de préparer la séquence d'après. Est-ce que dans ce que vous évoquez du temps faible, il y a également des situations de profils qui peuvent être depuis des années dans l'organisation et qui petit à petit se retrouvent isolés professionnellement ou un manque de motivation sans forcément qu'il y ait d'impact d'un événement de la vie personnelle dans la vie professionnelle, pardon? Pour répondre le plus précisément possible à cette question, c'est j'ai déjà été confronté à des temps faibles qui ont été générés par des causes professionnelles, facteurs endogènes ou exogènes à la personne, mais par des causes professionnelles. Oui, à de nombreuses reprises. Et je vais vous prendre un exemple concret de situations professionnelles qui peuvent générer ça. C'est lorsque vous avez été pendant une longue durée dans un métier unique, dans un secteur d'activité unique et dans un environnement de travail relativement homogène et stable. Et que, pour plein de raisons que je comprends et que je respecte, soit votre hiérarchie, soit la fonction RH, soit les deux, n'ont pas préparé l'avenir. C'est-à-dire, on considérait que ça marchait bien, il y avait une forme de routine qui s'était installée, et que finalement, vouloir changer des choses était peut-être prendre le risque de dérégler une espèce de mécanique qui fonctionne relativement bien. Ce que l'on sait, tous les deux, c'est que dans certains secteurs d'activité, dans certains métiers, dans certains univers professionnels, considérer que pendant 40 ans de vie professionnelle, il ne va rien se passer et rien ne va changer, je crois que ça, c'est utopie ou dystopie, mais quelque chose qui relève de la science-fiction. Et que tout d'un coup, quand le changement arrive, a fortiori quand il est subi, et qu'on s'aperçoit que tout a changé autour de soi et que son poste est peut-être même amené à disparaître en quelques mois, quelques semaines, quelques jours, je pense que ça, c'est un temps faible. Il peut y avoir un problème de projection dans l'avenir, un problème d'identification par rapport à cette conduite du changement, ou peut-être aussi un problème de confiance en soi pour dire est-ce que je vais être capable, moi, d'accompagner ce changement, éventuellement d'être actrice ou acteur de ce changement, ou de l'anticiper, ou d'y contribuer, ou je ne sais quoi. Et moi, j'ai été confronté à des métiers dans différentes industries qui, pendant 20 ans, ont été toujours gérés, managés et mesurés de la même manière, et qui tout d'un coup disparaissaient pour des ruptures technologiques, pour des changements de gouvernance, pour des questions de fusion-acquisition. Et là, la genèse du temps faible, elle est immédiate. Et je ne commenterai pas, parce que le sujet est trop sensible, tous les plans de sauvegarde de l'emploi qui sont d'actualité actuellement dans notre pays, dans le cadre de désindustrialisation, etc., etc. Quand on est sur cette logique de temps faible, d'abord, je pense que notre responsabilité en tant que DRH, elle est doublée, elle est mise au carré, puisque c'est bien le contexte professionnel qui le génère, et qu'en plus, on a soi-même une responsabilité qui est peut-être celle de ne pas avoir suffisamment anticipé les éventuels changements individuels et collectifs. Ce que je constate, c'est que là, ils sont très impactants. Ces temps faibles-là sont très forts, que les conséquences dans la vie privée sont souvent majeures, et qu'il est de notre responsabilité absolue d'imaginer à quel point nous allons peut-être pouvoir accompagner quelqu'un sur la reconstruction de son estime de soi avant de parler d'employabilité, qu'elle soit interne ou externe. Et là, on pourrait faire le parallèle avec une autre population à laquelle je pense avec beaucoup de sympathie ce matin, c'est des gens qui sont en recherche d'emploi et en recherche d'emploi depuis très longtemps. Parce que quand votre emploi disparaît dans un collectif et qu'on essaye tant bien que mal de vous repositionner quelque part, vous avez encore pour autant le sentiment d'appartenir à une société, à un collectif. Quand vous êtes en recherche d'emploi depuis 3 ans, que vous n'avez plus aucune réponse aux candidatures que vous avez faites et que vous dites je suis en fin de droit, là je pense que au-delà du temps faible, on est vraiment dans une séquence de vulnérabilité. Et que la fonction RH devrait aussi parfois se pencher sur les temps faibles des gens qui ne sont plus dans une organisation, parce que finalement, ce sont aussi des talents dont on a eu besoin à un moment, dont on aura peut-être à nouveau besoin, ou encore de manière plus humble, nous en tant que DRH, on peut aussi très bien se retrouver dans cette situation-là. Qu'est-ce qui, d'après vous, peut permettre d'adresser, maintenant qu'on a pu voir comment détecter, qu'est-ce qui, en termes de plans concrets et d'exemples concrets, qu'est-ce que vous avez pu mettre en œuvre et qui vous semble intéressant à partager avec les personnes qui nous écoutent? Je vais effectivement vous partager 2 exemples concrets. Je pense à une personne qui, parce que son poste justement était supprimé et qui avait non seulement un très fort investissement dans sa fonction, mais en plus un attachement quasi passionné au secteur d'activité dans lequel cette personne travaillait. Et puis mutation technologique, changement d'organisation, son poste disparaît, et on explique tout d'un coup à cette personne que
non seulement on ne sait pas ce qu'elle va faire dans l'entreprise, mais on ne sait même pas ce qu'elle pourrait faire dans cette entreprise. Ce que nous avions construit à l'époque avec cette personne-là et l'équipe RH qui nous accompagnait, c'est que, comme on s'est dit que finalement, la conséquence de plusieurs décennies dans le même poste, dans la même entreprise, avec un environnement extrêmement stable, il y avait quelque chose qui n'avait pas été anticipé, qui est de finalement s'ouvrir vers l'extérieur et de restimuler une forme de curiosité. Ben, cette personne-là, je vais utiliser une expression un peu provocatrice, nous l'avons foutu dehors. Je vous explique, c'est que sur des séquences de 3 jours, de 3 semaines et de 3 mois, nous avons construit un programme qui s'est étalé quasiment sur une petite année, où cette personne-là, nous l'avons totalement transposée dans d'autres univers qui étaient très éloignés de l'univers culturel dans lequel cette personne travaille depuis plusieurs décennies. On l'a exposée à 3 univers très spécifiques. L'univers de la recherche pharmaceutique, avec un enjeu de la relation à la recherche, à essayer de travailler pour sauver des vies, etc. J'ai exposé cette personne au milieu carcéral, à savoir, lorsqu'on est privé de liberté, dans un environnement très routinier, très répétitif, comment aussi ça peut impacter la structure psychologique ou le psyché d'une troisième personne. Et on l'a aussi exposé au milieu sportif, à savoir l'entraînement à haute intensité, qu'est-ce que la notion de compétition, d'émulation, sport individuel, sport collectif. Et donc, sur 3 séquences, plus ou moins longues, nous l'avons totalement extrait de la réalité professionnelle qui était la sienne depuis très longtemps, exposé dans 3 milieux très différents, qui étaient vraiment des expériences presque de l'ordre du crash test. Je découvre des univers, des environnements, des personnes, des métiers que je ne soupçonnais pas, que je ne connaissais pas, dont j'avais parfois simplement une lecture très stéréotypée. C'était des moments d'exploration C'était d'immersion. C'est-à-dire que moi, j'ai activé mon réseau de RH qui travaille dans ces univers-là, à qui j'ai dit, est-ce que tu peux me rendre le service suivant ? J'ai quelqu'un qui est confronté à un temps faible, dont j'estime que j'ai une part de responsabilité, et j'ai besoin de faire en sorte que cette personne découvre de nouveaux horizons, dans tous les sens du terme, et puisse se confronter à des réalités quotidiennes qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle connaît depuis plus de 20 ans ici. Donc, dans cette logique d'échange de bons services, j'ai des RH qui m'ont dit, Claude, bien sûr, j'accueille, et que nous avons mis, avec une forme de protocole extrêmement précis, et beaucoup de précautions sur la façon dont les choses s'organisent, nous avons mis cette personne dans une logique de découverte et d'exposition d'univers qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait connu depuis le début de sa vie professionnelle. Le retour sur investissement a été quasi magique. Et nous sommes d'accord que la personne reste salariée de l'entreprise ? Absolument. D'accord. Absolument. Dans les effectifs, salariés, bénéficiant de tous ses droits et avec un système et un encadrement juridique très précis pour s'assurer qu'on couvre tous les risques pour toutes les parties prenantes. C'est une logique de circuit court. C'est-à-dire qu'à un moment, je prends quelqu'un qui ne va pas bien, je me sens responsable de cette situation, j'ai une obligation de moyens de résultat, et je me dis dans mon réseau, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent l'accueillir pour qu'elle découvre autre chose et qu'elle se découvre elle-même dans d'autres circonstances et dans d'autres univers. Et j'ai moi-même, en tant que DRH, dans plusieurs secteurs d'activité, accueilli des gens dans cette logique d'économie circulaire de DRH qui me disaient, Claude, j'ai un sujet, j'ai une personne en fragilité, est-ce que tu peux me rendre service ? Et je dis oui, bien sûr. Et on a construit comme ça des plans d'intégration d'accueil extrêmement précis. Ça me fait penser, même si la comparaison n'est pas raison, ce qu'on vit avec vous savez, ce que fait France Travail quand ils permettent à des gens d'avoir des mois de découverte et d'adaptation à des univers qu'ils ne connaissent pas lorsqu'on est dans des logiques de reconversion professionnelle. La personne, on lui détecte des talents à travers la méthode des habilités et on lui dit, vous avez passé 20 ans dans la chimie, il faudrait que vous alliez passer 1 mois dans les cosmétiques. Parce que peut-être que vous avez un talent pour aller soigner des gens, maquiller des gens, etc. C'est un peu le même esprit. Je mets des gens en immersion dans un univers qu'ils ne connaissent pas. Et quel était votre but ? Désapprendre ce qu'elles ont mis en œuvre pendant des années, parce que la dimension routinière, je pense, n'est pas toujours un très bon compagnon pour les capacités cognitives et la stimulation de la curiosité. Probablement aussi découvrir qu'on peut avoir une utilité dans un écosystème, un univers qu'on ne connaît pas, et que quitter le sien, c'est coûteux, d'un point de vue mental, émotionnel, d'un point de vue physique, mais que somme toute, on peut aussi trouver sa place dans des univers qu'on ne connaît pas. Là, il y a un accompagnement psychosociologique qui est particulièrement intéressant. Et puis le troisième but, c'est probablement réfléchir que toute expérience et expertise est transférable. La notion de savoir, savoir-faire et savoir-être est très structurante dans le monde du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qu'on a parfois l'impression, on le vit d'ailleurs dans des process de recrutement, qu'on cherche perpétuellement à retranscrire les mêmes compétences. Il a travaillé ou elle a travaillé dans ce poste-là, dans ce secteur-là. On considère qu'à part ce type de métier et à part ce type de secteur, la personne n'est pas si facilement assimilable dans d'autres univers ou transférable dans d'autres univers. Je suis fondamentalement convaincu, et plus le temps passe, plus j'ai des exemples qui viennent me convaincre de ça,
que finalement, savoir-faire, savoir-être sont transférables, qu'il faut simplement créer les facteurs de réussite de ces transferts, de ces mutations. Et le deuxième objectif était de se dire, je pense que la personne peut aussi se surprendre elle-même à se dire, je ne m'y voyais pas du tout dans cet univers-là, mais finalement, il y a des trucs qui m'y intéressent. L'objectif final était que la personne se mette en mouvement pour partir? Absolument. Une forme de... Oui. Vous avez raison, je n'aurais pas pensé à utiliser ce mot-là, Damien, mais mouvement, dynamique, désapprendre, quelque chose qui passe par... J'ai bien conscience qu'il faut probablement défaire quelque chose pour refaire différemment. Le deuxième type d'accompagnement que je voudrais partager avec vous, c'est à l'intérieur du même écosystème, pour différentes raisons, parce que parfois, quand on ouvre trop de portes, trop de fenêtres, on ajoute des facteurs qui peuvent être aggravants sur un moment de temps faible. Donc, c'est de rester dans le même univers, rester dans la même entreprise, rester dans le même collectif, mais c'est changer le centre de gravité de la personne. Je vous prends cette fois un exemple concret. Je pense à une personne qui avait vécu un temps faible aussi très, très, très impactant pour cette personne-là, et qui n'avait jamais connu deux types de responsabilités. Jamais managé d'équipe et jamais managé de budget très important. C'était quelqu'un qui était dans une fonction relativement orientée sur l'exécution de tâches. Au moment où sa confiance en soi était la plus altérée, où son estime de soi était la plus déconstruite, nous avons pris la responsabilité de lui confier le management d'une équipe et la gestion d'un budget extrêmement important. Pour deux raisons. Recapter une forme de responsabilité, c'est-à-dire plutôt qu'envoyer un message qui est de dire on va t'isoler, te placardiser, peut-être même faire en sorte de te neutraliser un peu. Réduire le périmètre, finalement, absolument, vous l'avez augmenté. Avec au départ l'intention de dire on te protège, donc on va moins t'exposer, mais aussi parfois inconsciemment un réflexe RH et parfois hiérarchique qui est de dire on va minimiser les risques potentiels pour l'équipe et pour l'entreprise, donc on va le mettre un peu à part. Et là, c'est de se dire non, au contraire, dans cette logique de reconstruction de confiance en soi, c'est de dire on te responsabilise. Tu es donc maintenant responsable d'une équipe. Ça veut dire que tu as toi-même des devoirs et tu es même responsable d'un budget dont la gestion, si tout se passe bien, va apporter et créer de la valeur pour le collectif. Et à l'inverse, s'il y a des problèmes, on va mettre en place un dispositif quand même de contrôle, de sécurité bien sûr, mais s'il y a des problèmes, sache que tu ne seras pas la seule personne impactée. Et on a constaté, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui ont été faits sur le sujet, il y a beaucoup de recherche et développement qui ont été documentés sur la façon dont au lieu de réduire la responsabilité de quelqu'un qui ne va pas bien, c'est plutôt d'essayer de la renforcer et de lui donner davantage de responsabilités. Il y a beaucoup de choses qui ont été testées dans le monde sportif, par exemple, sur ces sujets-là. Eh bien, on s'aperçoit que la reconstruction, la décentration, la remobilisation, elle est accélérée. Il y a beaucoup de programmes qui sont liés, par exemple, aux rééducations de personnes qui ont subi des accidents de la vie pour retrouver de la motricité, etc., etc. Eh bien, ça marche extraordinairement bien dans le monde professionnel. Et cette notion de, au lieu de t'isoler, je vais te mettre au centre de l'attention, et au lieu de t'enlever des responsabilités, je vais les accroître. Moi, j'ai été particulièrement impressionné par l'effet positif que ça pouvait avoir dans la réponse qu'on pouvait apporter sur un temps faible. Alors, on sent votre conviction, et on va y revenir, et votre engagement autour de cette thématique. Comment on réagit le COMEX, la direction, les managers et les collaborateurs à ces propositions qui sont tout à fait atypiques dans l'univers de l'entreprise? Je vais même ajouter une partie prenante, ce sont les partenaires sociaux. Non, bien, si vous voulez bien, parce qu'ils jouent un rôle essentiel dans l'écosystème autour de ça. Moi, j'ai connu les pires et les meilleures réactions. Je reprends mon image du curseur ou du continuum de tout à l'heure. J'ai travaillé avec des dirigeants et des équipes de direction qui étaient au départ un peu dubitatives et après qui étaient devenus des vrais partenaires, des vrais alliés, des vrais sponsors de ce genre de démarche. Et je pousse le retour de mon témoignage jusqu'à dire que d'autant plus quand ça les a touchés, soit personnellement, soit dans leur entourage. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Damien, démographiquement et statistiquement, nous y passerons toutes et tous au moins une fois dans notre vie professionnelle. Et donc là, j'ai encore une fois des équipes dirigeantes qui, au départ, ont été un peu en retrait, en observation, et prêtes à commenter au cas où ça ne marcherait pas du tout, en disant « t'aurais mieux fait de faire autre chose ». C'est quand même beaucoup de temps et d'énergie perdue pour ce résultat assez médiocre, mais qui ont vu quand ça marchait, l'opportunité que ça représentait, d'abord pour maintenir ou améliorer la performance, mais aussi pour, sans faire de social washing, mais pour dire en termes d'exemplarité managériale, de courage décisionnel, d'incarnation de valeurs ou de culture d'entreprise, il y avait des choses particulièrement probantes et inspirantes. Merci pour ce retour. Alors, vous évoquiez le retour sur investissement. Quels sont les résultats que vous avez obtenus? Vous pouvez aussi nous partager chèques, si toutefois il y en a eu. Oui, beaucoup.
Pas forcément des échecs complets, mais des échecs parfois sur des séquences de la gestion de ce temps faible, une mauvaise détection, un manque de sensibilité et de réactivité ou de proactivité, des échecs sur les méthodologies utilisées, et puis parfois des échecs aussi dans la temporalité des choses. C'est que trop vite ou pas assez vite peuvent être des facteurs clés à garder en tête en termes de réglage et d'adaptation. Vraiment, les témoignages que je voudrais partager avec vous, Damien, ce matin, sont les suivants. J'ai pas de statistiques particulièrement précises à vous partager parce que tout ça est le fruit de maintenant une bonne quinzaine d'années de recherche et développement appliqués en sciences sociales dans le cadre professionnel. Je peux dire que d'abord, le premier échec, c'est de ne pas avoir identifié certains cas. Il y en a forcément, pas vu, pas entendu, donc pas géré. Donc ça, c'est le premier des échecs, ce qui prouve à quel point je pense qu'il y a encore un besoin de réflexion. Et je crois que la clé du succès, c'est certainement une approche pluridisciplinaire encore plus riche pour aller détecter en amont ce genre de moments particuliers. Le deuxième échec, c'est qu'il y a des personnes, tous les accompagnements qu'on a mis en place étaient sur la base de volontariat. Et il y a des personnes qui ont dit non. Je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y crois pas, je ne le sens pas, etc. Donc ça aussi, c'est un échec. C'est quand on accompagne dans la vie pro, dans la vie perso, quelqu'un dont on estime qu'elle est dans une séquence particulièrement fragile. On ne peut pas soigner ou sauver un noyé contre sa volonté, je prends cet exemple-là, mais ça aussi, c'est un échec quand on est dans la fonction RH. Parce que je pense qu'on a un devoir, je pense aux réflexions politiques de Nelson Mandela, c'est qu'on accompagne une nation dans son ensemble et dans sa diversité, et non pas une catégorie de population. Je pense que ça, c'est pas quelque chose qui doit être totalement réservé à des hauts potentiels qui traversent un moment difficile, mais qu'on doit, je vais citer l'amiral Lajoux, à qui j'adresse toute mon amitié et mon affection, la force d'une chaîne est bien égale à la résistance de son maillon le plus faible. Donc je pense que c'est quand on est face à une précarité individuelle précise qu'on doit fortement se mobiliser. J'ai un troisième niveau d'échec, c'est quand finalement les résultats ont été trop long à arriver, parce que parfois le tempo, le rythme du monde du travail n'est pas toujours complètement compatible avec ce genre de projet. Quand on travaille dans une industrie où on est soumis à des exercices de pression budgétaire sur des périodes très courtes, quand vous dites on est parti pour 3 ans d'accompagnement de cette personne qui est dans une vulnérabilité particulière, il y a parfois des métiers ou encore une fois une direction qui vient vous dire Claude, excuse-nous, mais on n'est pas une ONG, pour résumer la situation. Donc ça aussi, c'est un échec majeur. Et puis, le quatrième niveau d'échec, quand vous vous apercevez qu'à la fin, la personne, entre guillemets, retombe. Et vous vous dites qu'il y a eu un mieux, une amélioration, quelque chose sur lequel vous aviez plein de signes positifs, et la personne qui était aussi dans une logique de reconnaissance d'une bonne orientation de sa situation professionnelle, et qu'à un moment, parce qu'il y a d'autres facteurs, parce que c'est souvent plurifactoriel, parce que parfois, la vie privée vient mettre en résonance, en réponse à des situations professionnelles particulières, un nouveau coup de boutoir. Et là, vous voyez que la personne retombe, et retombe parfois dans des situations encore plus difficiles. Ça aussi, c'est un échec. Et par rapport à ma question concernant les résultats, vous avez évoqué les échecs. Quels ont été les résultats vous avez évoqué tout à l'heure un retour sur investissement qui a pu être incroyable. À quelle situation vous pensiez ? Alors, je pense à 2 situations en particulier. J'ai une personne en tête dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé longtemps, qui, une fois qu'elle avait goûté au management et à la gestion de budget, a totalement accepté le fait d'avoir un poste à plus forte responsabilité, avec un plus haut niveau d'ennui, pour pas dire emmerdement, excusez-moi ce langage un peu familier, mais qui finalement a donné une nouvelle dimension à son évolution professionnelle et qui avait ensuite parfaitement assumé le fait d'avoir manqué de confiance en soi et de ne pas avoir été totalement accompagné par la fonction RH pour progresser, et qui finalement a progressé, mais a progressé à 360 degrés. D'un point de vue hiérarchique, d'un point de vue plus de responsabilité, et aussi d'un point de vue un développement d'une expertise plus large. Ça c'est un succès très probant que j'ai souvent partagé en interne et qui a été un rôle modèle pour d'autres personnes. Et je salue cette personne si elle me fait l'honneur d'écouter notre échange. Et je pense à un autre cas où, qui résonne par rapport à l'exemple que je vous prenais tout à l'heure, quelqu'un qui a pendant très longtemps travaillé dans un secteur passion, toujours le même métier, et quand cette personne a été informée qu'a priori son métier allait disparaître et qu'on ne savait pas trop quoi lui proposer comme évolution professionnelle, je me suis employé à la convaincre d'aller passer du temps ailleurs. Eh bien, cette personne s'est découvert une deuxième passion. Cette personne était passionnée par une certaine activité dans notre société et elle avait réussi à en faire son métier. Et elle pensait que c'était vraiment l'histoire de sa vie, que c'était la colonne vertébrale de sa vie professionnelle et de sa carrière. Et que, d'ailleurs, elle passait autant de temps à titre personnel et professionnel pour alimenter cette passion. Et elle m'avait toujours dit, tu sais, moi, je suis l'homme d'une passion, je suis l'homme d'un métier, je suis l'homme d'une activité, etc.
elle a découvert un nouveau secteur d'activité. Je remercie la DRH qui l'a accueillie. Elle s'est découverte une deuxième passion. Et je sais qu'aujourd'hui encore, elle y travaille avec un sentiment de satisfaction et d'épanouissement personnel au-delà de ses attentes et donc forcément au-delà des miennes. Je remercie Claude pour ces éléments. Alors, on va continuer à creuser ce sujet. Comme je vous l'évoquais en introduction, ce podcast est possible grâce au soutien de Cegid, qui est spécialiste des solutions cloud pour la gestion des ressources humaines. Et je vous propose donc d'ouvrir le micro à Flora Brousse, qui est experte du sujet chez Cegid et qui a une question pour vous. Bonjour à tous, je suis Flora Brousse, Product Marketing Manager chez Cegid et experte des solutions RH. Merci Claude pour ce témoignage. J'avais une question pour vous. Quels sont les indicateurs principaux que vous suivez en tant que RH pour surveiller et détecter les temps faibles chez les collaborateurs ? Je vous remercie Flora de me poser cette question. Je pense qu'il y a des indicateurs que je n'ai pas évoqués tout à l'heure, c'est les indicateurs de climat social. Quand on fait société, on a d'autres façons de savoir si finalement il y a des enjeux de bien-être, de risques psychosociaux, de santé mentale, de motivation, de développement personnel. Et il y a beaucoup d'outils d'ailleurs qui permettent de s'intéresser à ces sujets-là. Et je pense que on doit avoir une autre lecture que des indicateurs de performance quantitatifs. On peut aussi avoir des indicateurs de performance qualitatifs. C'est le nombre de mobilités. C'est est-ce que cette personne s'est investie dans des projets transverses, dans des actions caritatives au sein d'une entreprise? Est-ce qu'elle participe à des moments qui sont des moments ludiques et conviviaux à l'intérieur ou en parallèle du travail? Ça aussi, c'est des indicateurs. Ça me fait penser à cette notion d'isolement tout à l'heure. Et je voudrais compléter ma réponse. Au-delà des indicateurs, c'est le type d'outils qu'on peut aujourd'hui mettre en place qui viennent compléter l'intelligence humaine ou l'intelligence situationnelle qu'on doit démontrer, nous, RH, pour accompagner la détection de ces temps faibles. C'est tout ce que la nouvelle technologie nous permet de faire. Je pense aujourd'hui à de nombreuses applications, et je vais être prudent quand je vais utiliser évidemment l'expression intelligence artificielle. Mais pour autant, je crois qu'il y a aujourd'hui une voie complémentaire très hybride entre ce qu'on peut faire nous en tant qu'humains, avec nos atouts et nos propres faiblesses, et ce que la technologie peut nous apporter aujourd'hui sur justement cette détection de moments, d'indicateurs liés à un climat social à l'intérieur d'un groupe, d'une équipe, d'un collectif. Et je crois que lorsqu'on s'intéresse à cette notion de climat social et qu'on s'intéresse à tout ce qui va relever de l'humeur, au sens étymologique et très positif du terme, pour savoir si quelqu'un, dans la durée, se sent épanoui, reconnu, estimé, respecté dans sa vie professionnelle, j'en pense que là, on a une frontière, une espèce de ligne de surface, une ligne d'horizon, pour savoir si les gens sont au-dessus et qu'a priori tout va bien, ou les gens sont en dessous, et que si on s'intéresse à des personnes qui sont en dessous, est-ce que ça s'explique par des choses très objectives, opérationnelles, ou est-ce que ça s'explique par des choses très subjectives et très émotionnelles ? Et que là, entre l'intelligence humaine et les nouvelles technologies, il y a des rôles à jouer. Et je pense que l'approche pluridisciplinaire, j'évoquais tout à l'heure, et l'approche pluritechnologique est une solution, une des pistes, une des voies sur lesquelles moi aujourd'hui je travaille beaucoup. Alors, je rebondis justement sur la thématique que vous évoquez, des facteurs et des éléments qui peuvent amener une situation à une période de temps faible. Vous parlez de l'IA, on sait bien qu'il y a un certain nombre de métiers qui vont être pas mal challengés dans les prochaines années. Donc, potentiellement, c'est une situation à risque. Également, des situations de changement de gouvernance, de manière de travailler, de culture d'entreprise. Donc, finalement, dès qu'on vient changer le quotidien ou la zone de pseudo-confort qu'un collaborateur a et dans laquelle il s'est installé avec un désengagement progressif, finalement, pour la direction des ressources humaines, ça doit être une situation à surveiller avec des potentiels temps faibles. Est-ce que c'est bien cela ? C'est très juste, Namia. Je crois que vous soulignez un point important, c'est la dimension de prévisibilité ou d'imprévisibilité des facteurs. Si on revient, si on essaie à nouveau de circonscrire notre discussion au monde professionnel, il y a des choses imprévisibles dans le monde professionnel. Voilà, dont on peut imaginer que éventuellement on peut en prendre une part de gestion lorsqu'on est en situation de crise. Je pense à la crise sanitaire. Mais est-ce que pour autant nous avons une responsabilité de ne pas les avoir anticipées ? Difficile d'avoir anticipé cette situation-là, qui a créé beaucoup de temps faibles, individuels et collectifs. Pour compléter ma réponse, c'est que il est absolument important d'imaginer que lorsqu'on parle de transformation, de conduite du changement, de retournement d'activité, de fusion-acquisition, de disparition de certains métiers ou de création de nouveaux métiers pour lesquels il n'y a ni formation initiale ni formation continue, de rupture technologique, nous sommes sur des terreaux favorables à des temps faibles. Il y a quelque chose qui relève d'une forme de compost ou de permaculture pour dire finalement, je vais mettre en fragilité, en vulnérabilité les personnes qui composent les équipes aujourd'hui de mon corps social.
Et que notre responsabilité, là, elle est double. Elle est effectivement de faire tout ce qu'on fait le mieux possible, et ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, sur l'accompagnement, la détection, etc. Mais c'est aussi d'anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Et que je pense qu'un des rôles clés de la fonction RH aujourd'hui, c'est d'anticiper le turfu. Alors, pour continuer sur cette thématique et ce que vous venez d'évoquer, pourquoi est-ce que ce sujet doit devenir clé pour les ressources humaines, pour les directions des ressources humaines ? Parce qu'il me semble que le facteur humain est au centre de notre attention. Et je pense qu'au-delà de tout sujet politique ou de sujet de quota, je pense que notre devoir, là, est effectivement de prendre en compte la diversité, la richesse de ce facteur humain et de considérer que nous avons un rôle de protection par rapport à ça. Et non pas de protection posture haute, posture basse, mais de protection puisque le travail exige beaucoup, le travail coûte beaucoup, le travail peut aussi rapporter de la reconnaissance, de la confiance en soi, de l'épanouissement, du développement intellectuel, des moyens financiers, mais parfois à quel prix ? Et que nous devons être les gardiennes et les gardiens du temple d'une forme d'équilibre entre ce que cela permet d'acquérir, de développer et de renforcer sa confiance en soi, tout en étant sûr que le coût, le prix à payer n'est pas au-delà de ce que chacune et chacun individuellement peut supporter. Alors, vous touchez à l'essence même du rôle des directions des ressources humaines qui sont souvent confrontées aux enjeux financiers, aux enjeux de performance. Comment est-ce qu'on réussit à faire coexister des attentes de résultats rapides avec l'accompagnement que vous évoquez et le rôle qui devrait être effectivement celui des ressources humaines, mais qui n'est pas que celui-ci aujourd'hui ? Je pense, avec humilité, que aussi difficile que cela soit, il me semble important d'accepter de relever ce défi qui est de rendre compatibles et conciliables les temps courts et les temps longs, l'infiniment grand-petit, l'infiniment microscopique, les moments d'euphorie et les moments de difficultés majeures qu'on peut vivre dans sa vie professionnelle. Et je sais de quoi je parle, parce que je ne voudrais pas le confier à des gens que ça n'intéresse pas, sans aucun jugement de valeur de ma part sur d'autres métiers, ou à des personnes qui, à mon sens, ne sont pas armées, équipées, affectivement suffisamment riches pour dire je vais me préoccuper des autres. C'est quand même un choix particulier. Et il y a plein d'autres métiers qui font ça parfaitement. Je pense aux enseignants, personnels soignants, tous ceux qu'on a applaudis pendant la crise sanitaire. Je crois que la fonction RH, quand on l'a choisie, c'est parce qu'on est prêt à relever ce défi qui est de dire je vais concilier temps court, temps long, infiniment grand, infiniment petit, et la fragilité d'un individu, mais la force du collectif. Et j'ai une ouverture, une proposition, une espèce de projection dans ce cadre-là à faire, c'est que je pense qu'il est important, et pour connaître un grand nombre de personnes qui occupent la fonction RH, qui sont elles-mêmes en souffrance aujourd'hui, j'entends tellement parler de reconversion de DRH qui, après 10, 15, 20 ans, finissent par poser la souris et le téléphone portable sur un bureau et se dire « j'arrête et je vais faire tellement autre chose parce que c'est vraiment dur ». Et parfois de gérer sa propre hiérarchie, comme on le disait tout à l'heure, qui comprend strictement rien et qui reste totalement axée sur la performance économique. Je pense que là, il est important de commencer à de plus en plus travailler sur la notion de supervision de la fonction RH, ce que font les psychologues, c'est-à-dire qu'on a un métier qui est coûteux, on absorbe beaucoup de choses au quotidien dans nos travaux et dans nos rôles, donc il est important qu'on puisse être supervisé par des gens qui vont nous aider à rééquilibrer les choses et qu'on puisse aussi, le plus possible, travailler sur l'entraide à l'intérieur de la fonction RH. Cette notion de circuit court, d'entraide, de collectif, de solidarité à l'intérieur de la fonction intra-communautaire, elle est clé. Je pense entre autres aux travaux qui ont été faits dans le Tour du monde des vulnérabilités et je pense aux travaux de Pascaline de Broissia qui fait mais vraiment un exercice passionnant de comprendre quelle est la perception de la vulnérabilité aujourd'hui dans le monde du travail et quel est le rôle de la fonction RH au travers de tout ça. Je crois que là, on est au cœur de la solidarité que nous devons instituer, instaurer, incarner dans la fonction RH, qui est parfois un métier un peu solitaire ou un métier qui isole. Alors Claude, j'ai une question. Pourquoi ce sujet du temps faible est un sujet qui vous tient à cœur ? Pour deux raisons. J'ai rencontré des personnes dans mon entourage professionnel qui ont été vraiment impactées de manière extrêmement forte et profonde par ce sujet-là, et je me suis senti fondamentalement responsable en ayant choisi de les accompagner d'un point de vue RH, et parce que je l'ai vécu à titre personnel, Damien. Donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sera probablement tous amenés à vivre un temps faible dans notre carrière professionnelle. C'est ce que vous avez évoqué aussi en évoquant le rapport de la direction à ce sujet, c'est que souvent ça fait écho à une situation personnelle qu'on a vécue directement ou qu'on a vécue par votre conséquence. Oui, je vais même me permettre de faire une réponse très courte, très synthétique, mais j'espère très parlante, c'est qu'on en vit même plusieurs dans sa vie aujourd'hui des temps faibles. Et cette notion de répétition, elle est clé.
Moi, j'en suis à mon 2e et manifestement, ce retour d'expérience-là, il est important et qui donne reçoit. Donc, je souhaite m'inscrire dans ce partage aujourd'hui. Je vous remercie pour ce retour. Alors, nous arrivons à la fin de notre épisode. Si vous deviez conclure et partager une conviction ou un conseil communiqué à vos confrères, consoeurs de la fonction RH, quel serait-il ? Je vous remercie de cette question. C'est certainement la plus difficile de l'ensemble de notre conversation. Je vais utiliser un mot qui, de mon point de vue, a tout son sens, c'est l'altérité. Bien nous convaincre les unes et les autres dans la fonction RH que nous ne sommes pas en concurrence ni en compétition, nous sommes en fait, tout est parti d'une même communauté dont la vocation et le riche objectif, c'est de permettre à chacune et à chacun de se développer, de s'épanouir et de se sentir le mieux possible dans sa vie professionnelle. Nous arrivons à la fin de l'épisode, comme je vous l'indiquais. Je vous remercie infiniment pour ce partage et cet échange. J'espère que nous aurons l'occasion de vous recevoir à nouveau dans ce podcast pour aborder d'autres thématiques qui, nous ne le doutons pas, apporteront énormément d'inspiration et de clés pratiques aux personnes qui nous écoutent. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode et merci à Cégide de soutenir la production de ce podcast. Si cet épisode vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note, un commentaire ou même à le partager. Pour suivre les actualités de l'entreprise liées aux thématiques RH, vous retrouverez tous les liens dans le descriptif de cet épisode. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Topo RH. À bientôt!